Bienvenue au Balado Lecture universelle, une diffusion audio sur les lectures qui nous changent et valorisent l'ouverture sur le monde, que ce soit en contexte social, littéraire ou d'enseignement. Je m'appelle Amélie Lemieux et je suis professeure agrégée en enseignement de la littérature à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Mes invités sont principalement des lecteurs et lectrices, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, professeurs, conseillers, conseillères pédagogiques, bibliothécaires et personnes des milieux qui nous partagent des lectures marquantes. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode de Lecture universelle. Je suis en compagnie aujourd'hui de Sébastien Bélan, professeur agrégé au département d'administration et fondements de l'éducation à l'Université de Montréal, grand lecteur de fiction, passionné de tout, aussi dans l'équipe de direction du laboratoire de recherche LIRES. Bienvenue, Sébastien. Bonjour Amé, je suis très honoré d'être avec toi aujourd'hui. Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on a choisi, en fait, tu avais choisi comme lecture Samarcande d'Amin Maalouf, donc on va en parler plus tard un petit peu là, dans l'épisode. J'aimerais commencer par le fait que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Ouais, je suis d'abord professeur à l'Université de Montréal. Je suis un grand aimant des idées. Donc, je suis un lecteur boulimique depuis toujours. En fait, je me souviens j'étais au secondaire, puis j'avais déjà une pile de livres à lire dans ma chambre, en fait, parce que j'ai toujours aimé les livres. J'aime pas seulement, en fait, la lecture, j'aime l'objet, le livre, lui toucher. Puis je suis le genre de gars que quand il va faire du jogging, il va faire son trajet de jogging en fonction des croque-livres où il va arrêter systématiquement. Donc, c'est pas rare que je reviens à la maison en joggant avec un bouquin dans les mains. Donc, c'est à ce point-là, finalement, que j'ai une histoire d'amour très profonde avec les livres. Ouais, c'est le fun. Donc, tous les trajets sont vraiment planifiés en fonction des livres. J'adore ça. Et les idées, évidemment, la littérature nous porte vers ça plus spécifiquement. Je suis contente que tu me dises aussi que le livre en tant qu'objet est quelque chose qui te porte. Donc, est-ce que c'est une pratique de lecture que tu as? Est-ce que tu lis numériquement aussi? Pourquoi est-ce que c'est important de lire papier ou lire numériquement? Parle-nous. Ben, dans ma tête, à moi, Amé, il y a vraiment pour le travail, je lis beaucoup de PDF numériquement. Puis on dirait que pour le plaisir, parce que pour moi, c'est vraiment beaucoup lié au plaisir de la lecture d'un Mm. roman. J'aime avoir un truc dans les mains, tu sais, de le sortir quand on veut, de ne pas être dépendant d'une prise ou d'une connexion, de pouvoir barbouiller dans mon livre. J'ai des livres, en fait, sur lesquels j'ai raturé plein de trucs, j'ai pris des notes. Donc, c'est un truc qui est organique pour moi, un livre. Puis j'aime ça l'avoir dans mes mains. Puis je déteste pas avoir un livre usagé, savoir OK. qu'il a été offert à quelqu'un d'autre. Tu sais, par exemple, je parlais des croque-livres tantôt. J'adore savoir que mon livre a déjà été utilisé, lu par quelqu'un d'autre. On dirait que ça lui donne un côté un peu vivant, comme si on Mhm. passait le livre d'une main à l'autre. C'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à un livre de Sarah Ahmed que j'ai lu qui s'appelle What's the Use? Donc, OK? quel est l'usage? Et dans ce livre-là, il y a une partie aussi sur les livres usagés. Elle dit donc, est-ce que je suis la première à l'avoir lu, même si je suis, mettons, dans une librairie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi pour le feuilleter? Pourquoi est-ce qu'il l'a pris? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris? Donc, des fois, je trouve qu'on a l'appel au livre. Ah ouais, Hein, il y a, absolument. tu sais, comme des fois, c'est basé sur comment dire, sur des caractéristiques complètement aléatoires, genre la page de couverture, la couleur, les titres, des fois des recommandations. Comment tu fonctionnes, toi, dans ta sélection? Il y a ma sélection qui est qu'est-ce que j'ai le goût de lire. Donc, moi, tu sais, je te disais, j'étais un amoureux des livres. J'aime bien aller fouiner sur Babelio quand j'ai le temps, en fait, Mhm, le soir, disons. Puis là, des trucs qui m'intéressent. Moi, par exemple, on va sûrement en parler plus tard. Je suis un grand amateur de romans historiques. Donc, mhm. je vais souvent aller voir d'autres romans historiques qui sont référés par. Puis, il y a aussi tous les livres que je trouve dans les fameux croque-livres. Donc, j'aime bien le côté spontané du là, je vais lire le quatrième de couverture, puis ah merde, ça a l'air chouette. Donc, je pars avec, puis ça peut devenir un livre, pas toujours, mais ça peut devenir un livre que je vais lire avec ou sans plaisir aussi. Parce que c'est un élément qui est important dans ma conception du roman, c'est que j'aime toujours lire jusqu'à peu près la moitié. Puis si j'ai pas OK. lu, si j'ai pas eu de plaisir jusqu'à peu près la moitié du livre, c'est déjà arrivé que j'ai mis des livres de côté,
Puis là, tu sais, j'ai des trucs, là, c'est vraiment une hérésie, là, du genre, j'ai pas été capable de lire Le Maître des illusions de Donna Tartt. J'ai pas trouvé plaisir. Le pendule de Foucault, j'ai été incapable de m'immerger dans l'histoire. Ça fait que j'ai des Waterloo littéraires qui sont vraiment des trucs qui sont très, très appréciés. Mais quand ils me génèrent pas de plaisir, on dirait que j'ai pas de remords de les mettre de côté. Pas trop, tu sais, on dirait que j'aime pas trop travailler pour un roman. Il faut qu'il Hmm. rapidement il m'habite quand je fais de la lecture. C'est intéressant, ça. C'est un défaut de lecteur, là, je le sais. Non, 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 mais ça me fait penser à la notion d'échec. Est-ce que si tu te rends à la moitié, mais que tu le finis pas, est-ce que tu sens que c'est un échec ou plus comme ah, j'ai essayé, mais peut-être que ça va trouver quelqu'un d'autre, puis ça va résonner chez cette personne-là? Ben, honnêtement, je voyais ça comme un échec jusqu'à temps que je lise un bouquin dont l'auteur, en fait, m'échappe là, ce matin. C'était sur les droits du lecteur. Puis il m'a fait comprendre, cet auteur-là, qu'on avait le droit de ne pas aimer un livre, puis de Mhm. peut-être le reprendre plus tard dans notre vie, là. Puis là, petite parenthèse, moi, j'avais commencé Jonathan Franzen assez tôt dans la vingtaine. J'avais lu Freedom, que j'avais détesté, que j'ai relu pendant la pandémie. Donc maintenant, j'ai 43 ans. Puis là, j'ai adoré. Donc, je pense qu'il y a des moments qui doivent être maturés dans notre trajectoire de lecteur, disons. Il y a des Mhm. moments qui sont appropriés pour une époque, d'autres qui Mhm. le sont moins. Puis moi, par exemple, le plaisir des mots, c'est un truc qui est récent dans ma vie. Donc, c'était OK. vraiment l'histoire qui m'intéressait. Puis là, le plaisir de la prose, honnêtement, c'est un truc que j'ai découvert il y a peut-être 5 ou 6 ans, qui est très, très récent. Puis je pense que j'étais pas mature pour comprendre l'amour des mots en français, pour avoir le plaisir puis le goût de la prose. L'idée des droits du lecteur, est-ce que ça se peut que ça soit Umberto Eco dans Lecteur Non, c'est pas, mais Infatigable? c'est Non, un c'était auteur pas ça. français, puis son nom OK. m'échappe complètement ce matin. Paul Ricoeur non plus. Non, 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 OK. Bon, ouais, on pourrait y revenir si je on le est trouve. ailleurs. On est ailleurs. On est probablement sur les études de la réception. Ouais. Mais au niveau des relectures aussi, je trouve ça important. Moi, c'est rare les livres que je relis. Je pense que Ah les oui, oui. livres que je relis, c'est pour soit me rappeler des propos ou voir si ma posture a changé. Donc, c'est vraiment dans une optique qui est similaire à la tienne. Hmm. Euh, j'ai l'impression que des fois, une fois que j'ai acquis les connaissances, ce que je cherchais à extraire du texte, d'y retourner est comme redondant. Mais ça dépend pourquoi. Tu sais, en même temps, je vais donner un exemple. Si je regarde un film dans un avion, j'aime ça regarder des films que j'ai déjà vus. Et la raison en est une complètement physique. OK. Euh, je trouve qu'on écoute mal des films dans l'avion, c'est pas confortable, il y a rien, tu sais, on va pas se mentir, là, il y a rien qui est confortable dans la situation d'un avion, mais le fait que je peux prédire la trame narrative et Hmm. cinématographique fait en sorte que je peux m'endormir plus facilement puis être bercée par l'histoire de cette manière-là. Je sais pas si tu as des expériences similaires de lecture ou de spectature, là, mais pour moi, c'est très fort, Ah, en j'ai tout un cas. peu le même rapport au le cinéma. Moi, j'ai davantage, disons, de plaisir à réécouter un film qu'à relire un livre, là. Je Mhm. parlais tu sais, de Jonathan Franzen tantôt, mais c'est un des rares exemples dans ma vie où j'ai relu un livre. On dirait qu'il y a comme un effort soutenu dans la Mhm. lecture d'un roman, en tout cas pour moi, cognitivement. Puis je trouve ça plus difficile de relire un livre que de lire que de voir un film, par exemple. Donc, Mhm. c'est intéressant. Oui, non, vraiment. Puis est-ce que ça m'amène à une série de questions là, qui font en sorte qu'on comprenne mieux ton rapport à la lecture. Tu nous as parlé que tu étais intéressé envers notamment les fictions historiques, là, les récits Ouais, historiques, ouais. que tu lis une panoplie de choses, donc par notre travail, évidemment, des lectures scientifiques, mais aussi une lecture de plaisir, l'amour des mots. Euh, Pourquoi est-ce que lire, c'est important aujourd'hui pour toi? Mis à part, mettons, la nature de notre travail. Ben, en fait, parce que j'adore apprendre. Je fais ce travail-là parce que j'aime apprendre. Puis la lecture, ben, c'est la façon toute désignée pour apprendre. Puis je dois aussi avouer que c'est un truc en fait que j'ai entendu. C'est pas moi qui ai eu disons, l'initiative de cette idée-là. Mais j'ai réalisé que quand j'écoutais une série ou un film à la maison, là, quand on est fatigué le soir et tout, mon téléphone cellulaire est jamais vraiment loin. Puis je peux Mhm. flipper des trucs. Quand je lis, c'est un moment
qui est vraiment une espèce de truc là, qui est précieux pour moi. Je ne Mhm, fais que lire. Donc, j'ai jamais l'impression de perdre mon temps en lisant. Je vais jamais réouvrir donc, mon cellulaire à de multiples moments quand mhm. je vais lire. Donc, c'est un des derniers moments où je protège ma concentration dans la lecture. Puis, c'est tellement important pour moi la lecture que je suis capable, tu sais, quand je disais tantôt que je vais faire mes itinéraires de jogging en considération des croque-livres, mais je Mhm. me souviens aussi de ce que j'ai lu quand je suis allé visiter tel pays ou à tel endroit. Donc, Ouais. j'ai toujours comme une espèce de... quand je prépare mes trucs pour partir en voyage, il y a toujours une place importante du qu'est-ce que je vais emmener pour lire. Donc, ça fait partie du plaisir d'aller chercher mon livre, le Mhm. magasiner ou de le sortir de ma bibliothèque. Donc, moi, il y a beaucoup, beaucoup de ma vie qui est autour du plaisir de la lecture. Donc, quand je suis à déjeuner, si je suis tout seul à dîner, par exemple, j'aime ça avoir un livre ou quelque chose à lire qui n'est pas trop loin. Donc, moi, ça doit toujours se faire, par contre, dans le plaisir. Donc, quand j'ai un rapport à la lecture qui est sous pression, donc, tu sais, à me poser la question quel genre de lecteur je vais être, ben, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Donc, moi, il faut vraiment que ça m'intéresse, que je sois, ça génère du plaisir. Donc, en gros, j'aurais pas été un très, très bon étudiant en littérature, je pense, en fait. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de naturel pour moi, la lecture. Ben, oui, mais ça a beaucoup de sens ce que tu dis, l'idée que la lecture est un temps précieux ou un temps sacré fait en sorte qu'on se reconnecte ou plutôt qu'on se déconnecte à l'idée de l'humain hyper connecté. Oh, ouais, vraiment. Ou l'idée de l'humain qui multitâche tout le temps, ce qui est une réalité, n'est-ce pas, de notre société. Donc, d'où l'importance de la lecture. Merci de nous ramener à ça et puis de nous ramener à l'essentiel. Tu as parlé aussi brièvement des lectures de voyage. Un point de vue que je trouve très intéressant. Est-ce que tu trouves que les lectures de voyage sont anodines? Est-ce que tu sélectionnes des livres en fonction d'une ville? Tu sais, exemple, si, je sais pas moi, si tu vas en Grèce, est-ce que tu vas amener genre Mykonos avec toi ou genre, est-ce que tu amènes aussi des guides de voyage, donc des choses plus exploratoires? Comment ça se passe chez toi? Ma sélection est vraiment liée à ce que j'ai le goût de lire, donc c'est pas, j'ai pas une catégorisation léger, donc c'est pour les voyages, et plus sérieux, ça va être plus pour la vie normale dans le métro pour venir au boulot. OK. Donc, moi, j'ai pas d'a priori péjoratif, disons, sur les lectures de voyage. Puis, ben, je pense que tous les types de littérature, je pense pas qu'elles vont s'équivaloir, mais je Mhm, pense qu'elles sont valables. Elles vont avoir un public qui va y être intéressé. Donc, mhm. moi, je n'ai pas d'a priori négatif ou péjoratif sur certains types de littérature. Tu sais, par exemple, je sais que la chick lit, il y a quelques années, c'était de bon ton de lire de ce type de littérature-là. Moi, au contraire, je pense que s'il y a un public qui est intéressé à cette chose-là, tant mieux. Dans mon année d'études, dans le sud de l'Espagne, puis tu sais, évidemment, tu comprendras que je suis allé faire le tour des librairies dans la ville, puis dans la région où j'étais. T'étais où Et exactement? j'étais à Malaga, j'étais en OK, Andalousie. Puis parfait. là-bas, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'anglais. Donc, il y Mhm, avait plusieurs bouquins en anglais, il y avait des petites librairies anglophones. Puis je trouvais ça intéressant de savoir qu'on avait des grandes bibliothèques, des grandes librairies où tout était en espagnol. Donc, c'est un monde, moi, que je connais à peine. Donc, j'entre là-dedans, je suis comme, waouh, mais c'est des bibliothèques que je connais pas, des savoirs que je dois connaître. Puis, malgré tout ça, les gens étaient quand même, disons, défaitistes sur le plaisir des plus jeunes à lire. Donc, je me souviens d'avoir eu une discussion avec une Espagnole qui parlait bien en anglais. Elle me disait, en fait, notre clientèle, c'était essentiellement des femmes d'un certain âge. Elle dit, on a des groupes qui sont absolument absents, donc, du plancher de ma librairie, entre autres les jeunes hommes, donc, qui ne viennent plus lire. En tout cas, elle ne les voyait pas. Puis ça, je trouve que c'est un truc qui est inquiétant. Si mhm. on, à mon humble avis, là, s'il y a trop de snobisme à l'égard de certains styles littéraires, je pense que ça va pas finalement donner avantage à cette belle passion-là qu'est la lecture. Est-ce que tu trouves que la lecture est encore genrée dans notre société? Tu parlais de l'exemple de l'Espagne, mais est-ce que tu le vois, mettons, dans le monde adulte versus, je sais pas moi, chez les ados, de tes observations là, complètement subjectives, mettons? Ouais, c'est pas objectif du tout, là, mais en fait, moi, j'ai souvent entendu des amis qui sont dans le domaine artistique me dire que c'est les femmes de 50 ans et plus qui font vivre la culture au Québec. Et je dois constater que les femmes semblent davantage intéressées à la chose artistique que les hommes. Puis là, encore là, c'est rien de scientifique. C'est un a priori qui est peut-être mauvais, mais je constate que les femmes semblent plus intéressées.
Donc, moi, j'ai été élevé dans un monde de femmes. J'ai perdu mon papa, j'avais 8 ans. C'est ma mère qui est exceptionnelle, qui m'a élevé avec. J'avais beaucoup de femmes autour de moi, puis il y a eu beaucoup de lectures, il y a eu beaucoup de théâtre, on parlait de films. Donc, l'art a toujours été dans ma vie. Je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de femmes dans ma vie, mais de là à dire si c'est genré ou pas, je ne sais pas. Mais il semble y avoir une inclinaison favorable aux arts, dont la lecture, dans les femmes que j'ai croisées dans ma vie. Hmm. Peut-être qu'elles sont porteuses de savoir dans cette visée-là. Puis qu'est-ce qu'il Oui, faudrait peut-être. faire d'après toi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant que société pour euh, peut-être recalibrer là, le déséquilibre auquel tu fais allusion, mettons? Wow, ça c'est une vaste question, s'il en est Une une. grosse question, c'est une grosse. Je m'intéresse à ça comme dans mes objets de recherche, fait que c'est. Mais ou peut-être des pistes que tu as remarquées qui étaient utiles. Tu as mentionné le microclive, donc l'accessibilité. Ouais, il y a Euh, l'accessibilité, mais il y a d'avoir des histoires qui vont parler aux hommes, là, si on parle de balancer mm, avec des gens qui se déclareraient davantage hommes. Ben, j'étais au Comic-Con la semaine passée de Montréal, puis il y mhm, avait beaucoup d'hommes qui ont. J'ai vu des gens avec des livres, donc il y a une littérature qui les intéresse. mhm, Est-ce que le vecteur est peut-être un peu dépassé par rapport à les intérêts de ces hommes-là? Je sais que les jeunes garçons aiment beaucoup les jeux vidéo. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres plateformes qui vont davantage les intéresser? Tu sais, je sais que là, en ce moment, on est pour la littérature, là c'est vraiment, je fais de la philo à 2 balles. On semble être dans une période de transition. Donc, on est en train d'avoir une prolongation de notre corps par l'intermédiaire du téléphone cellulaire. Puis, la prochaine étape technologique, donc, qu'on va avoir, va être probablement d'avoir des lunettes. Est-ce que les lunettes vont être davantage, donc, vont personnifier davantage le rapport à la lecture parce qu'on va pouvoir les avoir directement sur nos yeux mhm, que le livre qui est peut-être moins bien rapporté par un téléphone cellulaire? mhm, Je ne le sais pas. Si tu sais, si on fait une projection je sais pas, dans une génération, il devrait y avoir des implants cérébraux. Donc, on mm, est capable d'anticiper cette chose-là. Où va être la lecture à ce moment-là? Puis est-ce que ça va davantage parler à des groupes de population donc qui s'y mm, intéressent moins dans le format actuel? Je, mm. je- je pose des questions, je ne le sais pas. Je serais C'est curieux des de très voir. bonnes pistes. Ben, c'est des bonnes questions. Moi, je pense que notre corps va nous faillir Dans aussi quel par rapport sens? à ça. Dans le sens qu'on voit déjà les effets, puis ça, c'est appuyé par des recherches, là, on voit déjà les effets du temps d'écran, du temps passé à lire sur les écrans par rapport à la lumière bleue, puis ce Mhm. que ça fait sur nos iris, la capacité d'attention, la capacité de réveil. Tu sais, mettons, si tu te réveilles en plein milieu de la nuit puis tu prends ton téléphone, ben ça fait un choc littéralement à tes yeux Mhm. qui est rendu de manière physique. Fait que je sais pas comment est-ce que le corps va tenir, mettons. Tu sais, si on parle à l'idée des lunettes, puis il y en a déjà, là, mettons, les Ray-Ban Meta, puis tout des affaires la même. Comme, je pense qu'on oublie dans cette société hyper connectée que notre corps est faillible, tu Ah, sais, ça, c'est très juste. notre corps est faillible et c'est comme si on voit l'information comme étant un objet à l'extérieur de nous alors qu'il est à l'intérieur de nous. Et je pense que notre rapport à la lecture, tu as absolument raison, va changer. Puis là, c'est de voir de quelle manière, puis c'est de voir comment est-ce qu'on va valoriser ou non notre corps dans cet exercice-là. Parce que ça Parce passe que par nos yeux, tu sais. C'est un dans, organe auquel il faut prendre soin, puis je pense qu'on ne prend pas soin de nos yeux, pour être très honnête, et de nos sens en général. moi, je suis d'accord avec toi parce que, en gros, ce que je vois, c'est qu'on va passer d'un objet qu'on tient dans nos mains vers un objet. Là, je parle du Mhm. roman numérique qui va être dans nous littéralement, là. Donc, dans la prochaine étape, prochaine vague, ça va être dans les lunettes numériques, puis après d'immersion complète, puis après, ça va être dans des implants. J'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'on va se réapproprier la littérature à ce moment-là. Puis, fondamentalement, la question que ça pose, c'est la place de l'art dans nos vies. Puis, on l'a vu Oui. pendant la pandémie. Je veux dire, on était assis à la maison à sauver le monde en écoutant des téléséries sur Netflix, en lisant des romans. On a vu à quel point on avait besoin de cet art-là pour pouvoir finalement, donc, pas virer fou. Puis encore là, Mhm. on était proche pour plusieurs, donc, de cette Mhm. étape de folie-là. Moi, d'ailleurs, petite parenthèse, la pandémie a été un moment de redécouverte profond du roman.
J'ai ressorti des romans, j'ai recommencé à lire. Puis c'est à ce moment-là que je me suis vraiment approprié donc le plaisir des mots, le plaisir de la prose que j'avais jamais eu. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu la pandémie, si j'aurais eu en fait Mhm. ce rapport-là à la lecture. Puis si on se parlerait ce matin, ça va aussi loin que ça. C'est vrai que la pandémie a changé plusieurs choses. Moi, pour moi, ça a été de m'ancrer beaucoup dans la nature. Je faisais beaucoup de marches, là. À l'époque, j'étais à Halifax, donc on Hmm. prenait des marches beaucoup dans le bois, des choses comme ça. L'appel à l'eau aussi, l'appel à la lecture. Donc, je pense que le confinement a fait, en tout cas, quand tu es proche de la nature, j'imagine que ça a un effet par rapport à ça, tandis que moi, mon accès à la culture était plutôt restreint parce qu'à Halifax, il n'y a pas une grande culture francophone, bien que je sois bilingue, là. Mhm. Mais on dirait que ça me parlait moins, surtout d'être loin de la maison. Donc, il y a tout ce rapport-là qui. Je pense qu'on. La pandémie, puis ça, on y reviendra peut-être une autre fois, là, mais la pandémie nous a amenés à redécouvrir peut-être des choses qui étaient enfouies ou des choses qui étaient latentes et qui Ah, ont appelé absolument. à la découverte. Euh, je reviens à ce rapport à la lecture, Sébastien. Peut-être une dernière œuvre que tu as lue qui t'a marqué. Puis qu'est-ce qui t'importe le plus pour toi? Est-ce que c'est les mots ou est-ce que c'est la forme? Tu nous as parlé beaucoup, beaucoup de l'amour des mots. Donc, est-ce que c'est ça qui prime sur la forme ou le genre que tu vas lire, par exemple, une BD versus, je sais pas moi, un roman historique ou même la poésie, de la manière dont c'est écrit? Et peux-tu nous donner un exemple, mettons, avec une dernière œuvre que tu as lue? Ouais. Ça m'a fait réfléchir quand j'ai dû en fait m'immerger dans cette question-là. Donc, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Les dieux ont soif d'Anatole France. Là, en ce moment, j'essaie de comprendre la grande littérature. Tu sais, tantôt, je disais que peut-être je suis en contradiction avec ce que je disais tantôt, mais je disais que pour moi, tous les types de romans ont leur raison d'être, ont leur lectorat. Par contre, je reconnais qu'il y a des œuvres qui marquent leur époque et tout. Puis là, évidemment, dans mon intérêt pour l'histoire à travers le roman, pourquoi à travers le roman, c'est que je trouve que c'est tellement plus intéressant de lire un bon roman historique que de lire un livre d'histoire qui m'emmerde, Hum, je dois l'avouer. hum, Moi, d'avoir une histoire à laquelle je suis accroché émotivement, je trouve ça fascinant, en plus d'apprendre sur une période historique. Donc, je reviens à Anatole France, Les dieux ont soif. C'était un livre, en fait, j'ai eu une curiosité sur la Révolution française, puis comment il peut y avoir des dérapages dans les tribunaux populaires. Donc, évidemment, il y a rapidement eu à la Révolution française des tribunaux populaires qui ont été mis en place. Et j'étais curieux de savoir comment ça s'est passé. Puis dans le livre, là, rapidement, on explique qu'il y a vraiment des gens qui ont profité pour prendre des décisions complètement arbitraires, pour passer à la guillotine, littéralement des gens sur des argumentaires très, très douteux. Donc, j'ai adoré ce bouquin-là ici. J'étais aussi curieux de savoir comment on écrivait, donc il y a une centaine d'années, le français. Puis là, ça a confirmé le truc que j'ai hum. découvert très, très tard dans ma vie. La beauté de la prose, il était magnifique. Écoutez, allez lire Anatole France. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant, là. J'ai sorti un petit passage là, qui m'a marqué, là, qui n'est pas disons, un passage qui me porte, mais qui m'a un peu troublé. Donc, en fait, Anatole France écrit dans le livre, car la vie d'un noble serait intolérable s'il savait ce qu'il doit lui arriver. Il Hum. découvrirait des maux futurs dont il souffrirait par avance et il ne jouirait pas donc de biens présents dont il verrait la fin. L'ignorance est la condition nécessaire du bonheur des hommes et il faut reconnaître que, le plus souvent, ils la remplissent bien. Nous ignorons de nous presque tout, d'autrui tout. L'ignorance fait notre tranquillité. Et regardez le dernier bout de phrase, le mensonge notre félicité. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait comme bang! J'ai trouvé Mhm. ça violent et troublant, mais éclairant sur certains, disons, aspects moins vertueux de la nature humaine. Ça me rappelle Voltaire, beaucoup, beaucoup. Mais pour ce qui est du roman historique, tu disais tout à l'heure quelque chose qui m'a marqué, qui est absolument vrai, puis je pense que ça serait très utile, en tout cas en classe d'histoire, c'est que le roman historique est plus utile ou plus efficace que les histoires qui nous emmerdent. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon passage à l'histoire qu'on a lue ensemble, qui est celle de Samarcande, d'Ahmed Malouf. Ahmed Malouf que je connaissais déjà, mais je ne connaissais pas Samarcande. Donc, tu m'as ouvert de nouveaux univers.
une histoire, une première moitié en tout cas, qui se déroule en Perse, donc qui est aujourd'hui l'Iran, Ouais, avec en fait, la Perse, c'était un grand territoire au 11e siècle, dans la première partie du livre. Ça touche l'Irak, l'Iran, puis ça dépasse aussi ces frontières-là. voilà, donc tu es déjà mieux qualifié que moi en géopolitique, là, mais ça, on le savait. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas. Moi, les frontières sont toujours, en tout cas territoriales, sont toujours floues. Mais on est dans une histoire qui tourne autour d'un personnage principal qui s'appelle Omar Khayyam Mhm. et qui écrit des poèmes qu'on appelle des rubaiyat. Et Exact. bon, s'ensuit une série de rencontres. Et moi, en tout cas, le roman m'a marqué différemment de toi. Donc, j'aimerais t'entendre d'abord sur la sélection de ce roman-là. Pourquoi ça marquante et qu'est-ce que le personnage principal appelait chez toi? Ouais. Ben, d'abord, j'aimerais vous citer une toute petite phrase de la page 135, donc de la version de Samarcande d'Amin Malouf que moi j'ai. Et ça met la table sur la beauté de la prose. Donc, page 135. Ce soir-là, le vent dissapant porte un vert parfum d'abricot. Et tout est là sur le style donc de Amin Malouf, moi je trouve, qui est un style magnifique, qui est un style imagé. C'est un livre qui sent les épices, les amis. Ça sent les Mhm, c'est abricots. vrai, c'est vrai. J'avais vraiment l'impression d'être ailleurs. Et c'est une prose qui est toute délicate, qui est jamais une prose à la Charles Bukowski, qui est Mhm. provocante, qui est sale. On est vraiment dans quelque chose qui est beau, puis qui réconforte avec peut-être les côtés un peu moins beaux, donc de l'humanité. Donc, dans cette première demi, c'est un livre qui est divisé en deux grandes parties. Dans la première partie, on est dans la Perse du 11e siècle. Puis on est vraiment dans une Perse qui est magnifique. Écoutez, c'est une Perse de l'opulence. Il y a des définitions qui sont vraiment incroyables dans ce livre-là. On a le goût vraiment d'aller au soleil, finalement, de C'est Samarcande vrai. pour pouvoir s'asseoir avec l'auteur. Donc, le personnage principal est Omar Khayyam, donc, qui est un mathématicien, astronome, philosophe. À l'époque, souvent, on mélangeait tout ça, là. Il y avait, c'était des gens, en fait, ces érudits-là, qui passaient d'un vizir, d'un cheikh, d'un chat à l'autre, et qui faisaient souvent, donc, des espèces de cartes d'astronomie, donc, pour pouvoir leur prédire leur futur, entre autres. Et là, Omar Khayyam arrive, en fait, au tout début à Samarcande et devient ami avec un chat qui lui donne un livre, donc finalement, qui est un manuscrit qui est vide, et il lui dit, écris des poèmes, donc des quatrains dans ce bouquin-là, et finalement, essaie d'expliquer donc la beauté du monde, essaie d'expliquer le vin, les femmes, les mathématiques, entre autres pour les gens qui s'y intéressent. Omar Khayyam est quelqu'un qui a vraiment existé, vous pouvez le googler sans problème, et vous allez voir qu'il a fait des développements en mathématiques, il a fait des développements en poésie, et ainsi de suite. Et là, à travers son histoire, donc, il va rencontrer, il y a deux autres personnages importants qui sont aussi des personnages historiques qui ont existé. Donc, le deuxième est Hassan Sabah, donc, qui devient aussi ami avec le vizir, donc, Nazam El-Mulk. Donc, ce sont vraiment les trois éléments, les trois personnages principaux de ce livre-là ici, qui vont chacun représenter, donc, finalement, des éléments, donc, différents de leur personnalité. Et là, je vais me permettre de citer la page 78 dans Samarcande. Donc, Amin Malouf écrit Omar Khayyam a observé le monde, Nizam el-Mulk, lui, l'a gouverné. Donc, c'était un vizir, c'était un homme politique. Et Hassan Sabah l'a terrorisé. Et pourquoi il l'a terrorisé, Hassan Sabat? C'est que c'est le créateur donc, de la secte des assassins qui a vraiment existé. Donc, ce sont des gens qui assassinaient en plein jour des individus. Et le mot assassin est resté, entre autres, lié au nom donc, de M. Hassan Sabat, Assassin Hassan. Donc, c'est Mhm. très, très intéressant de voir ça. Et dans cette première moitié donc, du bouquin-là, ici, qui est la première partie plutôt, parce que c'est environ le trois quarts du bouquin, ben là, on voit que Omar, finalement, rencontre donc finalement une muse qui s'appelle Jahan, qui, fort intéressant, est un personnage qui est imagé. Donc, qui est un personnage qui a été inventé par Amin Malouf.
C'est une critique d'ailleurs féministe qu'on pourrait faire à ce bouquin-là. Amin Maalouf est un homme qui pourrait déclarer comme étant un homme, un grand féministe. Toutefois, dans le livre, j'ai hâte de t'entendre sur la place des femmes. Donc, elles ont quand même une place qui est secondaire Mhm. à ma conception, là, je veux dire, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Et ce ne sont pas des personnages historiques sur lesquels on peut remonter. Donc, je trouve ça intéressant, mais je vais fermer la parenthèse là-dessus. Donc, on revient au bouquin. Donc, dans la première partie, on voit que Omar est en train donc d'écrire les fameux Rubaiyat. Et à la toute fin, donc, il meurt. Et à la toute fin de cette première partie-là ici, donc je vais juste ouvrir le passage, on termine la dernière phrase avant le début de la deuxième partie. C'est longtemps on pensa que le manuscrit de Samarcande s'était lui aussi consumé dans les brasiers d'Alamout. Donc, il y a une guerre, il y a du sang, il y a du feu à la toute fin de la première partie, et il s'écoule de nombreux siècles entre le 11e siècle, donc de la première partie du bouquin, et le début du 20e siècle de la deuxième partie du bouquin. Et là, on est toujours dans la recherche des Rubaiyat dans cette deuxième partie-là ici. Par contre, on est en plein, finalement, révolution persane du début du 20e siècle, environ de 1905 à 1911. Et juste pour expliquer, là, grosso modo, le contexte de cette révolution-là ici, donc on souhaitait imposer donc, un système constitutionnel donc, en Perse. Et là, vous aurez compris qu'il y avait des oppositions fondamentalistes très, très fortes qui étaient faites donc, aux gens qui voulaient imposer un système constitutionnel, comprendre davantage occidental. Et là, on reprend l'histoire, donc plusieurs siècles plus tard, avec Benjamin Haut-le-Sage, et c'est intéressant de savoir que le O est pour Omar, donc clin d'œil à Omar Khayyam. Et lui, c'est un héritier, donc finalement, qui va en Iran et qui veut retrouver donc le fameux Rubaiyat qui a été perdu. On ne sait pas trop s'il existe encore, mais il y a quelqu'un dans le livre, sans trop divulgacher le bouquin, qui va finalement donc lui expliquer qu'il y a effectivement le Rubaiyat en question. Donc, dans cette deuxième partie-là, Benjamin Haut-le-Sage rencontre Shirin, qui est la petite fille du chat perse, et il tombe en amour. Donc là, vous allez voir qu'il pour les gens qui vont le lire, il y a une très très belle histoire d'amour que j'ai trouvée beaucoup plus intéressante. Donc, l'histoire d'amour dans la deuxième partie entre Benjamin Lesage et Shirin. Et là, ils vont éventuellement partir. Donc, Benjamin Lesage va trouver le Rubaiyat et ils vont partir, donc, immigrer aux États-Unis. Et là, c'est là que ça devient très, très intéressant. Ils vont le faire en prenant un paquebot qui s'appelle le Titanic. Et divulgateur, encore une fois, les amis, vous aurez compris que le Titanic va sombrer avec le Rubaiyat, donc un peu plus loin dans le livre. Et moi, je trouve que c'est vraiment l'élément qui m'a vraiment fait comme wow quand j'ai lu ce Ouais. bouquin-là. À la toute fin, donc Benjamin Lesage trouve moyen avec Shirin d'arriver sur les berges américaines. Et là, Shirin disparaît dans la foule. Et là, Benjamin se pose la question, merde, mais est-ce qu'elle a vraiment existé ou pas? Et ça fait pour moi ressortir l'élément fondamental de ce bouquin-là, qui est vraiment finalement l'éphémère. Tout disparaît, tout évolue, tout change. Donc, on voyait par exemple, donc, dans la première partie, on a un Rubaiyat qui est écrit. On ne sait pas trop dans le balancement entre la première et la deuxième partie si ce Rubaiyat-là existe encore. Et à Mhm. la toute fin, on a vraiment, moi j'ai eu beaucoup dans la figure comment il y avait l'aspect donc éphémère du propos de l'auteur qui était mis de l'avant. Je ne sais pas si tu partages, mais... Écoute, beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce que tu viens de mentionner avec une grande richesse analytique. Sébastien, là, vraiment merci de ce compte-rendu avec non seulement aussi ta portée puis la posture que tu nous amènes. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, premièrement, par rapport au style, tu sais, tu nous parlais bon, des parfums d'abricot dans les premières pages. Moi aussi, j'étais dans le caractère olfactif Ah et oui, vraiment, vraiment dans la lecture de ce roman-là. Donc, il y a beaucoup d'appels au sens. On est capable de voir les couleurs, hein? Tu vraiment. sais, on est capable de voir des couleurs vives, des couleurs primaires. Moi, je m'imaginais un univers narratif en sépia aussi, là, qui nous rappelle l'Empire, mais avec des couleurs riches aussi, là.
qui nous rappelle le cumin, le curcuma aussi, vraiment des rouges, écarlates, même l'abricot, des choses comme ça. Donc, vraiment, cet appel au sens-là est très présent. Je mentionnais aussi beaucoup le caractère éphémère, que la lecture du livre t'a fait penser à ça. Moi, ça me fait penser aux souvenirs, Hmm. à savoir où est-ce que nos pensées vont, pour qui, à quelle fin. Euh, le devoir de recollection, lorsqu'on écrit aussi. Je ne sais pas si tu avais des réflexions ou peut-être probablement par rapport à ça. Moi, j'aimerais ça beaucoup reconnecter ton argument tu sais, tous nos souvenirs, notre imaginaire et tout. Je pense que c'est la grande, grande force des romans historiques comme Samarcande d'Amin Malouf. Parce que d'un côté, les femmes sont vraiment la représentation, la symbolisation de l'hédonisme, de la vie rêvée, de l'imaginaire. Puis autant, donc, les personnages historiques qui ont existé, les phénomènes historiques dans lesquels les histoires sont racontées. Là, on parle de la Perse du 11e siècle pour la première partie. On parle de la révolution persane, donc, dans la deuxième partie. Ben, c'est des éléments de vie engagés. Donc, il y a une espèce de balancement entre ce qui est l'histoire, ce qui est l'imaginaire. Tout ça nous fait apprendre, mais tout ça nous fait apprécier, tout ça nous fait goûter. C'est un roman qui goûte les Mhm. épices. C'est un roman où on a vraiment des couleurs, en fait, une belle palette qui est vraiment incroyable. Donc, oui, je suis absolument d'accord avec toi. Un truc qu'on n'a pas dit non plus, si je peux ajouter, j'ai bien aimé le style contemplatif de certaines parties du bouquin, davantage dans la première moitié, donc la partie Mhm. de Omar Khayyam où on est vraiment, on explique, par exemple, on arrive dans telle ville, ce sont vraiment, on va tisser des tapis de coton à cet endroit, on va donc brasser des épices à tel autre endroit. Il y a des moments vraiment de repos dans la lecture où on peut contempler, goûter avant de reprendre dans l'histoire où ça devient Mhm. un peu plus dense en termes de propos. Et moi, je trouve que Amin Malouf réussit à bien balancer ces parties qui sont davantage denses, plus difficiles à lire, versus les autres qui sont vraiment, ça glisse comme sur le dos finalement d'un canard. Absolument. Moi, puis ça résonne énormément ce que tu dis. Donc, faire un état des lieux aussi par l'écriture, tout ça. On mentionnait aussi que le protagoniste, Omar Khayyam, est astronome, philosophe, mathématicien. Parce qu'à l'époque, bon, c'était un peu ça. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, en tant que prof, puis tu me diras ce que tu en penses, Sébastien, moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, ben, je ne suis pas astronome ou philosophe ou mathématicienne du tout, mais c'est-à-dire que j'ai plusieurs chapeaux. C'est-à-dire que j'enseigne, j'écris, je parle, je crois. Tu sais, on a des fonctions, je pense, qui sont pluriverses. Puis je pense qu'on aide les gens à notre manière. Donc, je pense qu'il y a cette carrière-là d'écrivain a changé, a évolué, euh, mais avec une mission qui reste la même. Je ne sais pas si tu partages cette opinion-là. Ouais, moi, je suis pas exactement dans les mêmes réseaux que toi, Amé. Dans mes réseaux, on est davantage traditionnaliste, si je peux me permettre. Il y a vraiment Mhm. des pressions fortes à l'orthodoxie disciplinaire, si je peux me permettre. Donc, C'est c'est-à-dire qu'on intéressant. vraiment, on veut que les gens restent ensemble. C'est d'ailleurs plus difficile hein, quand on a des approches multidisciplinaires de publier dans certaines revues, dans certains réseaux. Et ce que je vois en fait, c'est que dans les domaines en art, dans les domaines en sciences humaines et sociales, c'est l'endroit où on se permet plus naturellement de Mhm. sauter donc les barrières de l'orthodoxie disciplinaire. Moi, j'espère que le monde de la recherche, le monde universitaire va faire tomber des barrières plus. On fait un effort. Je pense à Nature, il y a quelques années, avait fait un numéro spécial sur la multidisciplinarité, son importance. Je veux dire, tout le monde est d'accord avec ça. Mais en pratique, c'est très, très difficile d'être financé sur des projets multidisciplinaires. Donc, moi, je pense qu'il faut s'inspirer de ce que les gens en art, de ce que les gens en sciences humaines et sociales font Mhm. et embrasser la multidisciplinarité. J'ai déjà entendu des gens me dire des choses du genre, ouais, mais la multidisciplinarité, c'est comme si tu mélanges deux, trois couleurs différentes, ça fait un brun pas très intéressant. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense au contraire que ça nourrit donc finalement les réflexions. Et là, je cite toujours la même personne qui est la grande philosophe, historienne des sciences, Naomi Oreskes, qui nous dit que dans la différence, il y a une force épistémique.
Je le crois Bien sûr. profondément. Mhm. Maintenant, il faut adapter, il faut mettre en laisse cette multidisciplinarité-là pour Mm. pas qu'elle devienne n'importe quoi. Là, évidemment, j'ai peu de choses à dire sur le sujet, mais fondamentalement, je crois beaucoup, beaucoup à cette chose-là. Et je vais me permettre une petite parenthèse. J'ai un podcast qui s'appelle Au sujet des sciences humaines et sociales. Il y a 2 ans, je reçois le très, très grand chercheur Gilles Brassard et son étudiant de doctorat Alexandre, donc à notre épisode. Eux ont travaillé sur la question, est-ce qu'on vit dans une simulation informatique? Et là, il y avait des études qui montraient qu'il y avait un pourcentage non négligeable donc de chances qu'on vive dans une simulation informatique. Eux ont présenté un modèle mathématique qui montre que, grosso modo, il y a à peu près 1% de chance ou un peu moins qu'on vive dans une simulation informatique. Donc, eux, ce sont des physiciens qui viennent nous parler de modèles quantiques, puis là, c'est hyper Ouais. technique. Mais pour pouvoir illustrer leurs propos, ils sont allés dans la littérature, ils ont trouvé un ouvrage de science-fiction, donc qui a permis d'asseoir ce qu'il y avait à nous dire. Donc, le modèle mathématique, la réflexion hyper Mm. pointue, elle a été opérationnalisée, elle a été donc déclinée, dépliée par un ouvrage en science-fiction qui a un peu narré cette réflexion-là, qui a été faite Mm. dans des laboratoires, dans des simulations informatiques. C'est intéressant. Moi, je ne fonctionne que par l'approche holistique, mais j'ai pas eu vraiment de difficulté, par contre, à être financée, là. Je pense que quand c'est bien fait, puis c'est fait de manière sérieuse, les collègues puis les pairs, ils voient ça avec le sérieux que ça appelle. Je pense on n'est pas né pour être dans des cellules, puis que les disciplines font en sorte que on compartimentalise les savoirs, alors que quand on est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis les premiers apprentissages, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent non plus. Fait que je suis de ton côté dans le sens qu'il faut peut-être la valoriser plus ou être plus à l'écoute de ce point de vue-là. Euh, Au niveau de l'écriture, donc on est encore dans l'écriture poétique, j'aimerais ça y revenir parce que pour moi, comme je t'ai dit, je suis dans ce processus-là et donc ça résonne énormément euh, dans le récit. Euh, Au chapitre 10, entre Jan et Omar, bon, on voit qu'elle arrive par surprise. Il tient le livre qu'il ne veut pas lui montrer. Elle répond qu'elle ne sait pas lire, bon, que ses connaissances surtout viennent de l'écoute des autres, donc ce qu'on disait encore une fois, la femme comme muse. Il lui répond bon, que ce sont des poèmes. Moi, pour moi, c'était encore une fois, c'était les réflexions sur le type de savoir qu'on valorise. Donc, l'homme qui écrit, la femme qui sait, ne serait-ce que par l'écoute, elle sait des choses. Euh, Puis, à un moment donné, il arrive dans ce chapitre-là, puis il dit que son écriture n'est pas prête à être lue. Hmm. Toi, tu écris aussi, évidemment, tu écris des articles scientifiques. Je ne sais pas si tu as une pratique plus personnelle aussi, mais je te pose la question suivante. Quand est-ce que l'écriture devient prête? J'en ai aucune idée. C'est une super Non, je question. m'excuse, c'est vraiment des questions. Tu sais, Non, 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 c'est une bonne tellement question. quelqu'un comme ça, là, parce que je pose des questions comme ça, genre au souper É- un mardi soir, là. Fait que Écoute, ça étant m'a fait penser à ça. moi, je me considère comme un scientifique, là, peut-être que c'est un peu trop fort, mais dans ma conception des choses, de la science, là, je suis vraiment pas dans le domaine du roman. La science, c'est un truc qui est communautaire. Donc, c'est la communauté qui va trouver, si ce que tu as écrit, une valeur fondamentale. Puis, je pense que c'est davantage aux autres à décider de quand ce que tu as à publier est prêt ou pas. J'ai beaucoup de difficultés, moi, à m'auto-analyser sur est-ce que mon écriture est assez bonne ou pas. Je le fais beaucoup mécaniquement en me posant peu de questions. Il y a une chose que je sais, c'est que les grands scientifiques comme Charles Darwin, retournez lire donc Origin of Species de Charles Darwin, c'est magnifiquement écrit. Il y a une prose incroyable dans ce livre-là. Ça a pris 20 ans à l'écrire, mais à l'époque, on embrassait davantage l'écriture scientifique sous forme de prose, sous forme d'images qui étaient séduisantes. Maintenant, c'est une écriture qui est très, très froide. C'est la machine à sous-son. On doit passer là-dedans. Il faut publier, sinon on n'aura pas notre permanence ou notre titularisation. Donc, ce que je pourrais dire, c'est évidemment cette chose-là ici, que c'est les autres qui doivent choisir de est-ce que c'est prêt ou pas. Mm. Après, on se lance dans l'univers.
Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas écrire mieux dans certains réseaux, dont les réseaux scientifiques? Et moi, je pense absolument. Et prenons exemple sur les grands canons de la science. Commençons par Charles Darwin, qui a écrit des choses magnifiques de façon assez imagée, assez jolie. C'est intéressant parce que moi, j'ai tellement un processus qui est autre, mais dans lequel tu sais, au lieu d'aller de l'externe vers l'interne, je vais de l'interne vers l'externe. Tout le Hmm. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que oui, évidemment, c'est important d'être en conversation avec la communauté, puis tu sais, d'être accepté par les pairs, mais c'est tellement pas ma motivation première ou mon sentiment que quelque chose est fini. J'ai l'impression que quelque chose est fini quand j'ai plus rien à dire. Je sais pas. J'ai ce processus-là, mais avant, je te dirais, j'étais beaucoup plus centrée, mettons, dans mon auto-ethnographie, puis comment, tu sais. Mais là, je suis de plus en plus, évidemment, en équilibre avec ce que ma communauté pense, mais je pense vraiment que c'est un sentiment de, tu sais, au lieu d'être axé sur comment ça va être reçu, c'est plus comme est-ce que j'ai réussi à dire ma vérité de manière à ce qu'elle soit comprise ou la vérité scientifique que je veux partager. Mais, C'est mais intéressant, mais c'est vrai que les attentes universitaires font en sorte aussi qu'on est balisé, mais je me limite plus autant qu'avant. Je ouais, sais moi, pas si ça résonne. ouais, ouais, vraiment, vraiment. Moi, dans ma position ici, j'ai toujours dans la base de ma réflexion, tu sais, les 50 dernières années en psychologie expérimentale ont montré que nos cerveaux étaient biaisés. Ah, Les c'est études sûr. en neurologie nous montrent que nos décisions sont prises par le cerveau avant qu'on fasse l'acte de. Donc, on a vraiment étudié les relations entre les neurones. Puis, je suis toujours un peu sceptique avec ce que moi, je vais faire. Pas les autres, c'est leur démarche. Mais moi, par rapport à Ouais. moi-même, je suis toujours sceptique par rapport à la qualité de ce que je vais faire. C'est pour ça que l'argument scientifique de la communauté Mhm. me permet de bien dormir sur mes deux oreilles. Ça me permet de dire, ben, ils choisiront, puis si ça passe, c'était peut-être pas si mauvais, tu sais. Ça me fait sourire un petit peu ce que tu dis par rapport aux décisions, les prises de cerveau. J'apprends. Tu vois, c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée, c'est que j'apprends toujours de toi de manière continue. Puis je l'apprécie beaucoup, mais ça me ramène à une citation justement dans ce même chapitre 10 euh, où le protagoniste dit: Le temps nous harcèle, il nous somme de jouer notre avenir sur ces minuscules embrouillés. Donc, Hmm. au niveau de la prise de décision. Ouais. Puis peut-être j'irai vers la fin de notre épisode aujourd'hui, ou du moins on entame la conclusion. Est-ce que ta prise de décision chez toi, elle est réfléchie ou des fois c'est sur des embrouillés puis c'est automatique? Parce que c'est vraiment, tu sais, il dit le temps nous harcèle, donc est-ce que les décisions sont une question de temps ou une question d'accumulation de choses ou comment ça se passe chez toi? Ça m'a vraiment marqué, ça, cette idée de prise de décision. Je la trouve magnifique. J'ai pas retenu dans mes citations aujourd'hui, mais je vais la garder. Vraiment, c'est super que tu me sortes ça. Moi, ma prise de décision est très, très gut feeling, là. Je fonctionne beaucoup Mhm, par. Je sais que mon cerveau est biaisé. Je sais que je vais faire des erreurs. J'essaie d'en faire le moins possible. Donc, j'y vais le plus possible avec bienveillance, en pensant ce que je vais prendre comme décision, si ça va être bien. Puis en étant ouvert finalement à la critique des autres qui va être nécessaire mhm, dans moi ce que je vais faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute l'analyse que je te propose sur Samarcande, par exemple la place de la femme, j'avais hâte de t'entendre pour voir si j'avais saisi la chose adéquatement ou pas. Voilà, donc mes prises de décision sont. Il y a beaucoup de scepticisme en fait. Je pense que mhm, c'est un peu à la David Hume, hein, d'avoir un scepticisme qui est quand même mhm. hygiénique, donc qui nous permet de nous garder Ah, les deux c'est pieds sur terre, intéressant. disons. C'est vraiment intéressant. Le scepticisme hygiénique, je vais garder ça en tête. Oui, vraiment, moi, je fonctionne beaucoup par gut feeling tempéré, mais je te dirais, si je prends pas des décisions qui sont axées sur ça, souvent, je me trahis, puis j'ai fini dans ma vie de me trahir. Donc, c'est vraiment axé là-dessus, aussi sur la bienveillance par rapport aux autres, là, parce qu'on n'est pas juste nous-mêmes dans notre petite bulle de confort dans notre vie, là. On vit en société. Donc,
Donc, il y a certainement ça. Au niveau de la place de la femme, je trouve que ce que notre conversation, en tout cas, a certainement généré, c'est le passage d'un livre intemporel dans lequel il y a des poèmes intemporels, puis une conversation dans le réel entre toi et moi où la place de la femme en est une d'écriture. Une de mes postures, c'est que la vie en soi est une mise en abîme constante et en pleine évolution. Tu en as fait allusion aussi un petit peu. Donc ça serait mes réflexions de fin un petit peu par rapport à ça. Sébastien Bélan, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter par rapport à notre entretien ou à des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui? Oui, une dernière chose. Les amis, aimez et lisez les romans historiques. Ils sont fascinants. Parfait. Donc, chose faite et chose entendue, à commencer par Samarcande. Merci beaucoup, Sébastien Bélan, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On suit tes travaux à l'Université de Montréal. On peut s'abonner aussi à ton podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Et voilà, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.